Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ce carnet de règles, je vous explique les règles, de Delta Green. Delta Green utilise des dés polyédriques qu'on retrouve dans la plupart des jeux de rôle sur table. Donc on parle de dés à 4 faces, à 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces et 20 faces. Pour être à l'aise, nous vous conseillons d'avoir à votre disposition plusieurs exemplaires de chaque dé sur la table. Pour résoudre les actions dans Delta Green, on utilise des dés de pourcentage. Donc, pour ce faire, vous lancez soit 2 dés 10, donc 2 dés à 10 faces, afin d'obtenir un nombre compris entre 1 et 100, ou il existe aussi des dés 10 et des dés à 10 faces, mais qui représentent les dizaines, donc un dé 100. Donc, avant de lancer les dés, si vous utilisez 2 dés 10, désignez le dé qui indiquera les dizaines et celui qui donnera les unités. Si vous obtenez un 0 sur le dé des dizaines, ou un double 0, il compte comme le résultat de 0, sauf si le dé des unités donne lui aussi un 0. Dans ce cas-là, le 0 du dé des dizaines compte pour un 10. Bon, par exemple, ça fait beaucoup de 0. Le dé des dizaines donne un 0, mais celui des unités montre un 3. Donc, 0,3. Le dé des dizaines donne un 3 et celui des unités montre un 0. Donc, 30. Et finalement, si les deux dés donnent un 0, alors on compte le dé des dizaines comme un 10, donc ça donne 100. Donc, au dos des dés, c'est le plus compliqué. Donc, vous roulez un dé 6, un dé 4, un dé 8, un dé 100, un dé 20 lorsqu'on vous le demande et vous interprétez ensuite les résultats en fonction des règles qui vont suivre. Mais avant de tomber dans les autres règles, parlons de la feuille de personnage. La première étape, peut-être la plus simple pour vous, peut-être la plus compliquée, est de trouver le nom de votre personnage. Donc, comment s'appelle votre agent? Les parties de Delta Green fonctionnent mieux quand elles s'ancrent dans la réalité. Donc, optez pour un nom qui sonne juste. Évitez les clichés puis les noms ridicules. Ça ne cadrera pas particulièrement avec le ton de la partie. Ensuite, vous choisissez votre profession, qui est techniquement la décision la plus importante. Donc, la profession détermine les compétences de votre agent, son rôle dans l'opération et parfois les ressources qu'il parvient à mobiliser en réquisitionnant de l'équipement. Il existe une poignée de professions particulièrement répandues chez les agents. Donc, on a anthropologue ou historien, informaticien ou ingénieur, l'agent fédéral, le médecin, le scientifique, les membres des forces spéciales aussi. Bien d'autres professions sont décrites aussi dans le manuel de l'agent. Donc, pour créer votre personnage, demandez-vous quel genre de personnage vous souhaitez interpréter. Si vous vous intéressez avant tout à l'exploration des cultures étranges et de l'histoire antique, jouez un anthropologue ou un historien. Si vous vous intéressez avant tout aux enquêtes criminelles et à des missions visant à débusquer les sectes et les conspirateurs, prenez plutôt un agent fédéral. Si vous aimez la technologie, optez pour l'informaticien ou l'ingénieur. Si vous appréciez les détails les plus répugnants de ce que l'inconcevable inflige à l'anatomie humaine, vous pouvez faire un médecin. Si vous voulez chercher à expliquer les phénomènes étranges, jouez un scientifique. Et si vous préférez incarner un soldat formé à la guerre contre le terrorisme, jouez un membre des forces spéciales. Donc, réfléchissez aux détails au fur et à mesure. Votre agent fédéral travaille-t-il pour le FBI, la DEA, les US Marshals ou une autre agence? Votre scientifique exerce-t-il le métier de professeur d'université ou s'agit-il d'un spécialiste de l'Agence pour la protection de l'environnement? Votre médecin est-il chirurgien, pathologiste, autre? Donc, demandez à l'officier traitant, votre maître de jeu, quelle profession spécialisée paraissent pertinente pour la partie. Une fois choisi votre profession, vous devez déterminer votre employeur. Pour quelle agence ou quelle compagnie votre agent travaille-t-il? Nommez le nom ou le rang de son poste si nécessaire. Vous devez aussi déterminer la nationalité de votre agent. L'organisation Delta Green noyaute le gouvernement des États-Unis, donc la plupart des agents sont américains. Si votre partie se déroule dans un autre pays, il peut toutefois s'agir de personnes locales, de contacts amicaux qui mènent des opérations sous la direction d'un superviseur de Delta Green issu de la CIA ou de l'armée et interprété par le maître de jeu. Vous déterminez ensuite le sexe et l'âge de votre agent. Donc, Delta Green recrute surtout des agents qui ont la trentaine, suffisamment âgés pour être bien avancés dans les carrières difficiles, mais encore en forme.
Donc, la plupart demeurent membres jusqu'à la retraite, si tant est-il qu'ils survivent jusqu'à cet âge vénérable. Si vous interprétez un agent plus jeune, quelles compétences ou circonstances particulières l'ont conduit dans ce groupe? S'il est plus âgé, qu'est-ce qui a poussé à rester dans Delta Green? Au niveau de l'éducation et du cursus, la plupart des agents exercent des professions nécessitant des études, l'équivalent d'un diplôme allant de la licence au doctorat. Donc, décrivez un cursus éducatif correspondant aux compétences dont dispose votre personnage, votre agent. Est-il allé à l'université pour devenir médecin? Est-il rentré rapidement dans l'armée? Donc, décrivez-le. Vous établissez ensuite les caractéristiques, de votre agent. Donc, 6 caractéristiques, ou carac, qu'on peut appeler, définissent de façon assez vague les domaines où votre agent est doué ou pas. Donc, on retrouve la force, la constitution, la dextérité, l'intelligence, le pouvoir et le charisme. Chacune de ces caractéristiques désigne des qualités naturelles et non pas une formation spécifique. Leur valeur s'échelonne entre 3 et 18. La plupart des humains adultes ont une valeur entre 10 et 11 dans chacune. Donc, les caractéristiques inférieures à 6 ou supérieures à 15 sont rares. Donnez à votre agent des caractéristiques cohérentes avec son métier. Si vous interprétez un médecin, vaut mieux le doter d'une intelligence élevée, tandis qu'un membre des forces spéciales aura plutôt besoin d'une bonne valeur de constitution. Encore que rien ne vous empêche de gratifier une constitution très réduite en déclarant qu'il y a une blessure qui l'a forcé à prendre sa retraite. Donc, les agents fédéraux ont des valeurs plutôt équilibrées. Choisissez une des séries de valeurs suivantes, en fait, que vous voyez sur l'écran, puis vous pouvez les associer à chacune des caractéristiques. Il s'agit quand même de la manière rapide de créer vos personnages. Si vous voulez prendre les règles un peu plus complexes, vous pouvez aussi fonctionner avec des lancers de dés. À côté de chaque caractéristique se trouve de quoi noter la valeur multipliée par 5. Donc, multipliez la valeur de base de votre caractéristique pour obtenir ce nombre. C'est le pourcentage de chance que votre agent d'exploiter correctement la caractéristique dans une situation de crise. Vous trouverez aussi pour chaque caractéristique la place de noter, une place pour noter des traits distinctifs. Quand la valeur d'une caractéristique est inférieure à 9 ou supérieure à 12, elle distingue l'agent d'une façon ou d'une autre. Donc, elle est hors de la normalité. Donc, notez un adjectif ou une courte description qui l'illustre. Avec une intelligence, par exemple, de 15, votre agent pourrait être très futé. Donc, aussi simple que ça. Vous pouvez ensuite calculer vos attributs dérivés. Donc, les attributs dérivés sont des valeurs qui changent au fil de la partie. Les points de vie, PV, témoignent de votre santé physique. Donc, vous calculez la force plus la constitution divisé par 2, arrondi à l'entier supérieur. Les points de volonté désignent la solidité psychologique et la détermination de votre personnage. Cet attribut est égal à votre niveau de pouvoir, votre caractéristique de pouvoir. Les points de santé mentale représentent le lien que chacun entretient avec son humanité et avec la réalité telle que la plupart d'entre nous l'aperçoivent. Donc, c'est la caractéristique de pouvoir fois 5. Le seuil de rupture, c'est le nombre exact de points de santé mentale à partir duquel les traumatismes subis par votre agent lui infligent un nouveau trouble mental à long terme. Donc, c'est ses points de santé moins ses points de pouvoir. Si votre santé arrive à ce seuil ou en dessous, soustrayez le pouvoir de votre agent à cette nouvelle valeur de santé pour obtenir son nouveau seuil de rupture. Vous déterminez ensuite vos attaches. Chaque attache représente l'une des relations humaines les plus importantes de la vie de votre agent. Il peut s'agir d'une personne particulière, donc un époux ou une épouse, un fils ou une fille, le meilleur ami ou la meilleure amie, donc ou d'un groupe suffisamment soudé pour que votre relation avec l'un de ses membres affecte les autres. Donc une section militaire, par exemple, votre famille immédiate, un groupe de soutien. Donc, c'est vraiment votre profession qui va déterminer le nombre d'attaches de votre agent. Décrivez chacune d'entre elles. À cette étape-là, inutile de les détailler outre mesure, mais chacune devrait au moins comprendre un nom et définir la relation. Par exemple, ex-mari Taylor ou agent spécial Waite, fréquent partenaire au sein du FBI. La valeur de chaque attache est égale au charisme de votre agent en début de partie. Si son charisme diminue, chaque attache diminue d'autant.
Donc, le nombre d'attaches, comme j'ai dit, dépend des professions. L'anthropologue et l'historien en ont 4, l'informaticien et l'ingénieur 3, l'agent fédéral et le médecin 3 aussi, le scientifique en a 4, les membres de force spéciale en ont 2. Donc, au début, la valeur associée à chaque attache est égale, comme j'ai dit, au charisme de votre agent. Lorsqu'elle diminue, votre relation en souffre. Donc, les professions les plus exigeantes réduisent aussi le nombre d'attaches. Plus vous passez de temps au travail, moins vous avez le temps d'entretenir des liens et d'avoir beaucoup de liens à l'extérieur de votre travail. On voit ensuite sur votre feuille de personnage une section pour les motivations et les troubles mentaux. Donc, en dehors des attaches, qu'est-ce qui motive votre agent? Est-ce que c'est la curiosité intellectuelle, l'amour d'un animal domestique, un hobby qui le passionne? Donc, ça peut être aussi quelque chose d'autre. Notez les motivations à mesure que la personnalité de votre agent se dessine au fil des parties. Moins puissantes quand même que les attaches, les motivations n'ont pas de valeur chiffrée. Faites-les intervenir durant la partie pour montrer ce qui motive puis soutient votre agent, ce qui fait que sa vie vaut la peine d'être vécue, en fait. Donc, un agent peut avoir jusqu'à 5 motivations. Chaque fois que votre agent atteint son seuil de rupture, retirez une motivation en guise de symptôme du traumatisme. Chaque fois que votre santé arrive au seuil de rupture aussi, remplacez une motivation de votre agent par un nouveau trouble mental. Vous déterminez ensuite sur votre feuille de personnage vos compétences. Donc, une compétence représente un ensemble de savoirs spécialisés qu'il faut des mois, voire des années pour apprendre et des décennies pour maîtriser. Chaque compétence dispose d'une valeur de pourcentage variant de 0 à 99. Il s'agit du pourcentage de chance que votre agent a de réussir à servir la compétence en situation de crise. Chaque profession s'accompagne d'un certain nombre de compétences. Donc, notez la valeur sur votre fiche de personnage. Les nombres indiqués remplacent les valeurs de base qui sont déjà inscrites là. Vous allez avoir la liste des compétences par profession dans le guide gratuit que vous pouvez trouver sur DriveThruRPG et dans la description de la vidéo ici, ou dans le manuel de l'agent. Donc, après avoir indiqué vos compétences dues à votre profession, choisissez 8 compétences et ajoutez 20% à chacune d'entre elles. Vous pouvez améliorer ainsi une même compétence plusieurs fois à condition de ne pas dépasser 80%. Donc, s'il vous reste un excédent, attribuez-le à une autre compétence. La description des compétences figure dans le manuel de l'agent, mais toutes tombent plus ou moins sous le sens, à quelques exceptions près. Artisanat représente la maîtrise de certains savoir-faire complexes comme l'électronique, la menuiserie ou la plomberie. Ce que vous allez voir écrit ROHUM, R-O-H-U-M, représente les renseignements humains, l'étude de décryptage, les comportements, les motivations. ROEM, R-O-E-M, représente le cryptage et le décryptage des transmissions, donc les renseignements d'origine électromagnétique, dans un but de surveillance et d'espionnage, oui. Et finalement, la compétence inconcevable couvre tout ce que l'humanité n'est pas censée savoir, les plus affreux secrets de notre monde. Ce que représente la valeur d'une compétence. En fait, c'est chaque compétence comprend une valeur de base entre parenthèses. Par exemple, athlétisme, 30%. Tous les agents de Delta Green commencent au moins avec cette valeur-là. S'ils disposent d'une valeur supérieure, elle représente un entraînement, une expérience supplémentaire. Donc, si vous avez entre 1 et 19%, vous êtes considéré un débutant total. Donc, pour les compétences dont la valeur de base est 0. De 20 à 29%, on parle d'un amateur passionné. De 30 à 39, une formation de base ou des premières années de fac. De 40 à 59%, on parle des dernières années de l'université ou de quelques années d'expérience. 60 à 79, on parle de décennies d'expérience ou d'un doctorat. Et de 80 à 99%, on parle du domaine auquel vous avez dédié votre vie, carrément. Si votre agent est une nouvelle recrue de Delta Green, vous avez terminé votre feuille de personnage. S'il s'agit d'un vétéran, choisissez un traumatisme à la page 19 et modifiez les caractéristiques, les compétences et la sanité de votre personnage, de votre agent en conséquence. Concertez-vous avec l'officier traitant, votre maître de jeu, pour déterminer ce qui a pu arriver à votre agent et comment ces événements l'ont conduit à Delta Green. Sur votre feuille de personnage, on trouve quand même d'autres informations à consigner en cours de partie. Donc, pour les blessures, quand votre agent se fait blesser, vous le notez ici. Décrivez les conséquences de ces blessures durant la partie. Donnez suffisamment de détails pour les rendre quand même intéressants. Si vous faites tirer une balle dans l'épaule, dites comment ça vous affecte pour le rendre le tout très narratif et donner
du jus à votre maître de jeu. L'armure et l'équipement, donc l'officier traitant peut partir du principe que votre agent dispose de tout l'équipement associé à sa profession. Donc, notez les accessoires spécifiques ici, dans cette case-là. Si votre agent porte des protections, notez leurs points de protection aussi en fonction de ce qui est écrit dans le manuel de l'agent. Pour les armes, on retrouve quelques informations. Donc, compétence, pourcentage, indique la valeur de compétence de votre agent lorsqu'il manie ce genre d'arme. Vous rapportez donc la valeur issue du recto de la fiche, de votre liste de compétences, soit en arme à feu, en arme lourde, arme de mêlée, combat à main nue ou autre selon le cas. Reprenez les autres éléments dans le manuel de l'agent au besoin. Dans la partie portée de base, c'est la distance à laquelle votre agent peut se servir de l'arme sans malus à sa compétence. Vis-à-vis de la colonne dégâts, c'est le nombre de dégâts qu'elle inflige au point de vie de l'adversaire. Perforant indique le nombre de points de vie, de points de protection qu'elle retire à sa cible. Et létalité, c'est le pourcentage de chance qu'a une arme lourde de tuer sa cible sur le champ. Et le rayon de mortalité indique la portée de cette létalité-là. Vous avez aussi une section pour les détails personnels et vos notes. Donc, sous-estimez pas tous les détails intangibles qui rendent un agent mémorable. Qu'est-ce qui suscite l'admiration chez le vôtre? Qu'est-ce que les gens n'apprécient pas chez lui, au contraire? Qu'est-ce qui a amené votre agent à Delta Green? Pourquoi fait-on confiance à votre agent chez Delta Green? Pourquoi votre agent aide-t-il cette organisation-là, malgré les terribles risques de participer à leurs enquêtes? Vous pouvez aussi noter les conséquences affectant la vie quotidienne, oui, et votre famille. Donc, si votre agent a des ennuis au travail, si la valeur d'une de ses attaches diminue, il reçoit un nouveau trouble, s'il subit une blessure permanente ou s'il y a d'autres bouleversements qui l'affectent, notez-les ici. Explorez en détail les ramifications que ces conséquences-là que vous avez durant les missions peuvent avoir sur votre vie personnelle et sur vos attaches. Finalement, il y a une section entraînement spécial. Donc, certains savoir-faire sont pas communs à tous les agents, mais ne nécessitent pas pour autant la même implication là, que des compétences. Votre agent peut, par exemple, apprendre à servir d'un rossignol pour crocheter les serrures sans pour autant consacrer des années à se former en artisanat pour crocheter des serrures. Donc, chaque entraînement spécial possède une caractéristique ou une compétence existante. Par exemple, dextérité pour crochetage, natation pour la plongée sous-marine, l'athlétisme pour le saut en parachute ou pour lancer des grenades, ainsi de suite. Donc, si l'officier traitant déclare que votre agent dispose d'un entraînement spécial, notez-le dans cette case-là adéquate, accompagné de la compétence ou de la caractéristique qui va s'appliquer. Maintenant que votre feuille de personnage est terminée, prenons le temps de parler des règles de jeu. Donc, les règles de Delta Green sont simples. L'officier traitant décrit la situation. Vous dites ce que votre agent fait dans le contexte. L'officier traitant décide si vous réussissez et ce qui se passe ensuite. Donc, les règles essentielles du jeu se concentrent sur cette dernière étape-là. Est-ce que vous réussissez ou non? Si l'officier traitant pense que n'importe qui pourrait y arriver, l'action ne demande pas de compétences ou de caractéristiques particulières, juste un effort. Lorsque votre agent essaie d'accomplir quelque chose qui nécessite vraiment une formation poussée, l'action demande une compétence à ce moment-là et l'officier traitant va la choisir, va nommer la compétence requise. Si n'importe qui est capable d'y arriver sans entraînement préalable, l'action nécessite un certain score dans une caractéristique plutôt qu'une compétence. De la force, si vous avez besoin de puissance physique, ou de l'intelligence pour construire un raisonnement logique, du pouvoir, si vous devez faire appel à votre force intérieure, etc. Donc, c'est aussi possible pour l'officier traitant de demander de vous référer à vos caractéristiques plutôt que vos compétences. À savoir s'il faut lancer des dés. Quand la situation est calme, votre agent a le temps de réfléchir, de poser des questions, de planifier, de se préparer, l'aléatoire propre au jet de dés paraît hors de propos. L'officier traitant détermine le score de compétences ou de caractéristiques qui est nécessaire pour réussir. Si votre agent n'a pas le score requis, l'officier traitant peut vous indiquer qu'une personne possédant une expertise ou un talent plus poussé saura venir au bout du problème, mais pas vous. Dans les situations de crise où les événements deviennent rapidement hors de contrôle, là, on va demander un lancer de dés. Si vous devez lancer des dés, faites un jet de pourcentage pour obtenir un résultat compris entre 1 et 100. Si vous obtenez un score inférieur ou égal à votre compétence ou votre caractéristique x5, votre agent réussit. Sinon, il doit assumer les conséquences de son échec.
Quand vous réussissez en obtenant un double ou un résultat de 1, il s'agit d'une réussite critique. À ce moment-là, votre agent réussit à la perfection. Quand vous échouez en obtenant un double ou un résultat de 100, c'est un échec critique. L'agent va rater son action et souffre de désagréments supplémentaires. Il arrive aussi de faire des jets en opposition. Donc, que se passe-t-il lorsque deux personnages utilisent leurs compétences pour s'opposer directement l'un à l'autre? Donc, vous voulez peut-être déjouer le jet d'attaque d'un adversaire avec la compétence esquive de votre agent ou tromper la vigilance d'un individu en usant de la discrétion de votre agent. Donc, les deux camps vont faire un jet selon les règles habituelles. Une réussite critique bat une réussite simple. Sinon, celui qui a réussi avec le plus haut résultat va l'emporter. Quand les deux camps échouent, l'officier traitant doit trancher. Les deux adversaires peuvent poursuivre leur effort ou bien les circonstances évoluent et l'opposition prend fin sans qu'il y ait de réel vainqueur. À l'occasion aussi, l'officier traitant peut vous demander de faire un jet de chance. Donc, c'est pas une caractéristique que vous avez sur votre feuille. Le jet de chance repose pas sur les compétences, sur le talent ou sur votre force d'âme. Donc, on vous demande simplement de lancer un dé de pourcentage. Vous avez 50% de chance de réussir. Aussi simplement que ça. Il arrive aussi qu'on vous donne des bonus et des malus. Donc, la plupart du temps, vous devez faire un jet basé sur un score de compétences ou de caractéristiques de votre agent. Si l'officier traitant considère que les circonstances sont particulièrement hostiles, réduisez vos chances de réussite de 20%. Donc, vous soustrayez 20 au score de référence ou vous additionnez 20 à votre résultat, là, ce que vous préférez. Si la situation est vraiment à l'avantage de votre agent, vous augmentez vos chances de 20%. Donc, vous additionnez 20 à votre score de base ou vous soustrayez 20 au jet que vous venez de faire. Dans des cas exceptionnels et plutôt rares, le modificateur peut monter jusqu'à plus ou moins 40%. Dans plusieurs scénarios de Delta Green, vous allez devoir combattre. Votre agent peut se retrouver hors jeu en un rien de temps. Alors, foncez pas dans un combat tête baissée. Ça peut être très dangereux. Les principes de base des combats, premièrement, on vous dit qu'il y a une action par tour. Donc, le combat se divise en tours, qui est l'équivalent général de quelques secondes en temps de jeu. Un tour peut toutefois représenter une fraction de seconde particulièrement violente. Chaque personnage agit une fois par tour. Le personnage ayant la dextérité la plus élevée agit en premier, puis celui qui a la deuxième dextérité la plus élevée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait agi. Lorsque votre tour vient, vous choisissez une action. Vous pouvez viser, donc ajouter 20% à votre prochain jet d'attaque, à votre prochaine action. Vous pouvez attaquer, infliger des dégâts, donc un jet d'attaque et de dégâts représente une série de coups ou 2 ou 3 tirs avec une arme à feu. Dans un corps à corps, l'attaque inclut aussi les manœuvres de défense. Vous pouvez faire une attaque précise, donc une attaque qui ignore le couvert ou l'armure, mais qui s'accompagne d'un malus de 20%, 40% pour un tir particulièrement délicat. Vous pouvez tenter de faire un désarmement, donc faites un jet de combat à main nue pour forcer la cible à lâcher une arme ou un objet. Vous pouvez tenter d'esquiver, donc faire un jet d'esquive en opposition à une attaque que vous êtes en train de subir, ou un désarmement ou une immobilisation. Vous pouvez tenter un dégagement, donc pour ne plus être immobilisé. Donc, vous faites un jet de force ou de combat à main nue, selon ce qui est le meilleur des choix des deux. Il compte comme un jet de défense en opposition avec le personnage qui immobilise votre agent. Si le personnage qui immobilise n'attaque pas, effectuez le dégagement en opposition avec son combat à main nue ou sa force. Si vous choisissez de vous dégager, l'agent n'est plus immobilisé et le jet de dégagement tient lieu de défense contre les attaques suivantes jusqu'à la prochaine action de votre agent. En cas d'échec, votre agent reste immobilisé et peut pas se défendre contre les attaques qui viennent. Vous pouvez aussi tenter dans votre action de riposter. Donc, faire un jet d'armes de mêlée ou de combat à main nue en opposition avec une attaque. Vous pouvez aussi bouger, donc le mouvement. Vous pouvez trottiner sur 10 mètres, courir sur 20 mètres ou sprinter sur 30. Donc, on parle d'environ 3 mètres là, pendant une action d'un autre type. Si vous tirez, vous pouvez bouger environ 3 mètres habituellement.
Donc, si vous pouvez tenter de vous dégager d'une immobilisation, vous pouvez vous-même immobiliser quelqu'un ou quelque chose, donc maintenir quelqu'un au sol. Votre agent peut attaquer la cible immobilisée lors des tours suivants. Les attaques de combat à main nue et d'armes de mêlée ont plus 20% contre une cible immobilisée. Un personnage immobilisé peut pas faire une autre action à part essayer de se dégager. Donc, quand vous immobilisez une cible, vous décidez si votre cible peut parler et à quel moment. Vous pouvez aussi juste choisir d'attendre lors de votre tour. Donc, agissez après l'action d'un autre participant plus tard dans le tour, donc décalez votre ordre. Ou vous pouvez aussi choisir autre chose, tout ce qui nécessite de se concentrer quelques instants. Comme je vous ai dit, les combats sont quand même très dangereux et donc il faut parler des dégâts et de la mort. Donc, une attaque réussie inflige des dégâts qui réduisent les points de vie de la victime. Les dégâts dépendent de l'arme. Si votre agent n'a plus que 2 points de vie ou moins, il s'évanouit pendant 1 heure ou jusqu'à ce qu'on le soigne pour qu'il repasse la barre des 3 points de vie. Un agent aussi grièvement blessé doit faire un test de constitution. En cas d'échec, vous prenez le dé ayant donné le plus petit résultat sur le jet de pourcentage et comptez-le comme un dé 10. L'agent perd le montant retenu d'une caractéristique choisie par l'officier traitant de façon permanente sans descendre en dessous de 3. Votre agent meurt quand il est réduit à 0 point de vie, à moins que l'officier traitant en décide autrement. Donc, l'officier traitant dispose d'une grande marge de manœuvre à ce niveau-là. Il suffit parfois de faire un appel à son bon sens pour se dire qu'un personnage peut être maintenu en vie s'il reçoit des soins médicaux d'urgence prodigués avec chirurgie ou premiers soins. Au niveau de la santé mentale, les agents de Delta Green craignent autant les traumatismes psychiques que les maux physiques. Cette vulnérabilité-là se traduit par un montant de points de santé mentale. Quand la santé mentale chute drastiquement, l'agent perd le contrôle. Le joueur perd le contrôle de son agent. Donc, la santé mentale peut devenir en péril. Donc, les 3 facteurs qui font perdre la santé mentale sont la violence, soit subie ou infligée, l'impuissance et l'inconcevable. Quand votre agent affronte un de ces dangers, vous devez faire un jet de santé mentale. Le but est d'obtenir un résultat inférieur ou égal à la santé mentale actuelle de votre agent sur un jet de pourcentage. La folie vous rattrape quand vous perdez trop de points de santé mentale. Donc, il existe 3 sortes de folie dans Delta Green. La folie temporaire, provoquée par des chocs ponctuels mais angoissants, les troubles qui se développent à force d'être sous pression, et la folie permanente qui accable votre agent lorsque la raison le quitte. Donc, la folie temporaire, c'est quand un événement fait perdre 5 points de santé mentale ou plus à votre agent. Donc, celui-ci écope d'une folie temporaire. Les réflexes de combat ou de fuite prennent le dessus. Votre agent prend ses jambes à son cou, passe à l'attaque sans réfléchir ou se recoqueville dans un coin. Donc, ce comportement-là dure jusqu'à ce que l'officier traitant déclare que votre agent reprend ses esprits. Il s'agit en général de l'affaire de quelques minutes après la disparition de la cause de sa perte de santé mentale. Lorsque la santé mentale d'un agent atteint son seuil de rupture, il développe un trouble psychiatrique à long terme dont la nature et les symptômes dépendent du traumatisme qui a poussé l'agent au bord du gouffre, la violence, l'impuissance ou l'inconcevable. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Quand votre agent atteint son seuil de rupture, notez sur votre fiche de personnage que vous avez développé un trouble provoqué par la violence, l'impuissance ou l'inconcevable. Puis modifiez votre seuil de rupture qui devient égal à la valeur de santé mentale actuelle moins votre pouvoir. L'officier traitant cerne les caractéristiques de votre trouble pendant la suite des opérations, voire entre l'opération actuelle et la suivante. Quand un agent est atteint d'un trouble, ce dernier ressurgit lors des situations stressantes. Chaque fois que votre agent perd au moins 2 points de santé mentale ou qui est confronté à une situation en lien avec son trouble qui déclenche automatiquement une réaction, votre agent souffre d'un épisode de crise. Tant que la source du stress n'est pas disparue, il est incapable de reprendre ses esprits. L'officier traitant décide des répercussions exactes de cette crise et si elle se produit immédiatement ou apparaît graduellement après le traumatisme. Finalement, la folie permanente, c'est lorsque la santé mentale de votre agent tombe à 0. Donc, il est irrémédiablement consumé par la folie. L'officier traitant prend le contrôle du personnage. Vous n'avez plus qu'à créer un nouvel agent. Aussi simple que ça. Donc, vous allez trouver plus de détails sur les règles dans
dans le guide gratuit disponible sur Drive-Thru RPG, comme j'ai dit, et qu'on met le lien dans la description ici, et dans les livres officiels de Delta Green. Donc, pour le moment, avec ces informations-là sur comment vous battre, comment créer la fiche de personnage, comment rouler les dés, vous êtes apte à créer votre propre agent et affronter l'inconcevable, en espérant que vous allez survivre à vos missions, que vous ferez des rêves pas trop horrifiques après ces dernières, et en souhaitant surtout que vous ayez vraiment beaucoup de plaisir. Donc, vous pouvez aussi regarder notre critique du jeu Delta Green, faite par notre cher ami Pierre-Philippe, Pépé, et vous pouvez écouter la partie, notre actual play de Delta Green sur la chaîne aussi. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir, des parties horrifiques, et surtout à la prochaine fois. Bye!